nastupa s temom pravna pitanja vezana uz obvezno cijepljenje. Znači, vrlo intrigantna tema. Evo, molim vas, gospodine Allard, nastupite. Bonjour, j'espère que vous me recevez. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les juges, les professeurs, je suis heureux de participer pour la première fois à cette édition des journées juridiques et administratives franco-croates, et je regrette de ne pas avoir pu me joindre à vous à Split. Le sujet du vaccin est évidemment dans toutes les bouches depuis qu'ont été lancées à travers le monde de très nombreuses campagnes vaccinales pour faire face à la crise du Covid-19. Et on a tous pu observer à quel point cette question est devenue source de crispation, de tension et de divisions aussi, des divisions qui recoupent souvent les divisions politiques au sein de nos États. Les Français en particulier, depuis l'épisode du H1N1 en 2009, figuraient à cet égard déjà parmi les populations les plus sceptiques au monde face à l'arrivée de nouveaux vaccins sur le marché. L'arrivée des vaccins contre le Covid-19 a à cet égard réveillé les mouvements qu'on appelle anti-vax, ainsi que ce qu'on appelle l'hésitation vaccinale, même si aujourd'hui 69% des Français sont entièrement vaccinés et 76% d'entre eux ont reçu au moins une dose. Alors on connaît les arguments qui sont avancés à l'encontre du vaccin ou des vaccins en règle générale. Certains sont formulés en termes scientifiques, le bilan risque-bénéfice par exemple, qui serait insuffisant, la régression des maladies infectieuses qui rendrait les nouveaux vaccins de toute façon inutiles. D'autres en termes qu'on pourrait qualifier de complotistes, la vaccination serait avant tout imposée pour les profits qu'elle génère. Et d'autres enfin en termes plus politiques, et là l'argument c'est de dire que l'obligation vaccinale porterait des atteintes injustifiées à la liberté individuelle ou aux libertés individuelles. Alors je ne vais pas tenter dans cette allocution d'analyser le courant anti-vax, ni de parler de science, mais j'essaierai seulement de clarifier un petit peu le débat d'un point de vue juridique, en posant quelques questions simples. Dans quelle mesure la puissance publique peut-elle obliger les citoyens à se faire vacciner? Que disent la Constitution, la CEDH, la loi et les juges à ce sujet? Quels sont enfin les régimes de responsabilité applicables? Alors je commencerai par esquisser dans un premier temps la situation actuelle en matière de vaccination obligatoire, de manière évidemment très schématique, compte tenu du temps que j'ai. Et en Europe, on peut dire en premier lieu que la situation est contrastée. Alors, dans tous les pays, les législateurs ont cherché à établir un équilibre entre l'impératif de protection de la santé publique et le respect des droits et libertés individuelles. Cependant, des solutions choisies par chaque pays sont variées, comme je viens de le dire. Certaines ont rendu certains vaccins obligatoires, comme l'Italie, la Belgique, la France. D'autres ont seulement adopté des recommandations vaccinales, comme l'Allemagne, l'Espagne ou le Royaume-Uni. Pour les pays qui ont créé une obligation vaccinale, le non-respect de l'obligation peut entraîner des sanctions qui sont soit d'ordre pécuniaire, des amendes, soit pénales, des peines d'emprisonnement, soit sociales, par exemple le refus d'inscription dans un établissement scolaire ou dans d'autres types d'établissements publics. Et pour les pays qui ont adopté des recommandations vaccinales, le non-respect des recommandations n'entraîne en général aucune conséquence juridique. On peut toutefois noter que l'Allemagne, en 2017, avait adopté une obligation de consultation médicale dont l'objet, qui est encore en vigueur, est de donner une information aux parents au sujet de la protection vaccinale lors de l'inscription de tout enfant à la crèche. Et des sanctions financières ont été mises en place en cas de non-respect de cette obligation. S'agissant plus spécifiquement du Covid, on note qu'en Europe, pour l'instant, aucun pays n'a créé d'obligation générale de vaccination anti-Covid. L'Italie, la France, par exemple, ont créé des obligations spécifiques pour les soignants, par exemple, mais aucune obligation générale n'a été créée à ce jour. La France, puisque je vais parler aussi un petit peu de la France, fait partie des pays qui ont depuis longtemps imposé des obligations de vaccination. La première de ces obligations a été instaurée en 1902 contre la variole, puis elle a été abandonnée du fait de l'éradication de cette maladie. On a aussi une loi de 1940 qui instaura une obligation de vaccination antitétanique et antidiphtérique qui est toujours en vigueur.
On a une loi de 1950 qui imposa le vaccin antituberculeux, qui est dit BCG, avant sa suspension à l'égard des enfants et des adolescents. On a aussi une obligation de vaccination anti-poliomyélitique qui a été inscrite dans la loi du 1er juillet 64. Et enfin, dernière grande loi en date sur ce sujet, c'est la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui a ajouté 8 vaccinations obligatoires pour les enfants aux 3 qui existaient déjà. Et ces vaccins concernent la coqueluche, l'hémophilus influenza type B, l'hépatite B, le pneumocoque, méningocoque, la rougeole, les oreillons, la rubéole. On peut dire qu'à ces vaccinations généralisées selon les classes d'âge s'ajoutent des obligations, et je les ai déjà évoquées brièvement, selon des professions ou certaines études, la plus répandue étant celle contre l'hépatite B et la grippe. Il existe aussi des obligations selon le lieu de résidence ou face à des menaces sanitaires graves, et toutes ces vaccinations sont obligatoires, sauf contre-indication médicale, mais à noter qu'elles ne sont assorties d'aucune sanction pénale, hormis celles concernant certaines professions et certains étudiants. Alors, si on veut parler maintenant en deuxième temps du régime juridique de la vaccination obligatoire, en tout cas du principe de la vaccination obligatoire, il faut partir du fait que ces dispositifs de vaccination obligatoire ont toujours été conçus comme des éléments constitutifs de l'ordre public sanitaire. Et c'est un argument qui a été largement mis en avant pendant la crise sanitaire, mais qui était au cœur, comme je le dis, de toutes les obligations vaccinales précédentes. L'idée, c'est que la vaccination, et on s'en rend bien compte, ne vise pas que la protection individuelle du vacciné, mais aussi la protection collective des personnes non vaccinées. C'est d'ailleurs un argument qui est remis en cause par les mouvements anti-vax. C'est ce que les médecins désignent comme l'effet de groupe de la vaccination. Et juridiquement, ça a une traduction, c'est que la vaccination obligatoire ou les dispositifs de vaccination obligatoire ne concernent pas que l'accès individuel aux soins, mais l'ordre public sanitaire. Donc c'est un outil du maintien de l'ordre public sanitaire, et cet élément est déterminant pour comprendre, on le verra, le recul des juges sur le contrôle du principe des vaccinations obligatoires. C'est en tant qu'elle entre dans l'ordre public sanitaire, qu'elle est un outil de défense de l'ordre public sanitaire, que l'obligation vaccinale entre dans le cadre des dispositions de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, selon lequel la nation garantit à tous la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Cette disposition, elle traduit non seulement un droit subjectif à l'accès aux soins, mais également une obligation objective de l'État de protéger la santé publique, d'assurer la préservation de l'ordre public sanitaire. Et le Conseil d'État qualifie les lois imposant la vaccination de lois de police sanitaire, ce qui a notamment pour effet qu'elles s'appliquent impérativement aux situations qu'elles visent, sans que aucune personne ne puisse s'y soustraire au motif, par exemple, qu'elle n'aurait pas la nationalité française ou serait un double national. C'est une décision du Conseil d'État du 26 novembre 2021 qui est toujours d'actualité. Et donc c'est sur cette base constitutionnelle que le législateur dispose d'une marge d'appréciation qui est en fait une très large marge d'appréciation. Et en sautant un petit peu sur ce que je vais dire après, on peut parler du contrôle que fait le Conseil constitutionnel, qui reconnaît explicitement à plusieurs reprises que l'obligation de vaccination est dans son principe conforme à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé, notamment dans une décision du 20 mars 2015. Et le Conseil constitutionnel décide de ne pas exercer de contrôle de proportionnalité et refuse même de rechercher si l'objectif de protection de la santé que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies. On peut ajouter, du point de vue de la répartition des compétences sur le principe de l'obligation vaccinale, que le législateur délègue en réalité une grande partie de son pouvoir au pouvoir réglementaire. La loi confie en effet au pouvoir réglementaire le pouvoir de fixer les modalités des vaccinations, par exemple les modalités d'âge, d'imposer les vaccinations nécessaires pour faire face à une menace sanitaire grave. Ça, c'est une disposition du Code de la santé publique qui permet au Premier ministre ou éventuellement au ministre de la Santé
d'imposer une obligation vaccinale en cas de menace sanitaire grave. Et on peut par ailleurs noter que la loi prévoit elle-même le démantèlement des obligations qu'elle institue, parce que le même article du Code de la santé publique permet au Premier ministre de suspendre une obligation vaccinale imposée par la loi ou bien sûr par le ministre lui-même, compte tenu de la situation épidémiologique et des connaissances scientifiques, voilà, compte tenu de la situation épidémiologique et des connaissances scientifiques. Et cette faculté avait été utilisée par exemple en 2007, s'agissant de l'obligation vaccinale par le BCG pour les enfants, ou en 2006 pour les professionnels de santé concernés par l'obligation d'être vaccinés contre la grippe. Le pouvoir réglementaire a donc la possibilité juridique, s'il le souhaite, de remplacer toutes les obligations vaccinales par des recommandations, voire de les supprimer, et celle de les remettre en vigueur si la situation l'impose ou si le vent politique tourne. Enfin, le pouvoir réglementaire a la possibilité de jouer sur l'incitation financière, aussi bien pour les vaccinations obligatoires que pour les vaccinations recommandées, puisque leur prise en charge est toujours assurée par l'assurance maladie sur le fondement d'un arrêté des ministres de la Santé et de la Sécurité sociale. Alors, la finalité, c'est mon troisième point d'ordre public sanitaire poursuivi à travers la vaccination obligatoire, heurte toutefois, on s'en rend compte, d'autres droits et libertés, ce qui oblige les juges à effectuer un contrôle. Mais quel contrôle? Avant de parler de quel contrôle, on va se poser la question quels droits et libertés sont heurtés par l'obligation vaccinale. Je vois trois principaux droits et libertés de même niveau, c'est-à-dire constitutionnels ou conventionnels, que la défense de l'ordre public sanitaire. Il y a le droit au consentement, qui se rattache dans la jurisprudence du Conseil d'État à la dignité humaine et qui est notamment protégé par la Convention d'Oviedo. Il y a le droit à la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la CEDH et également par la Constitution française. Et il y a la liberté de conscience. Ce qu'on voit en regardant un petit peu la jurisprudence, c'est que sur aucun de ces trois fondements, aucun de ces trois fondements n'a permis à ce jour au juge au pluriel, de remettre en cause une obligation vaccinale décidée par le législateur ou par le pouvoir réglementaire. S'agissant du droit au consentement, le Conseil d'État admet que le législateur peut, en instituant des obligations vaccinales, déroger à ce droit, le droit au consentement libre et éclairé, à un acte médical ou à un traitement. Il précise aussi que cette dérogation ne peut en principe pas s'appliquer aux hypothèses de vaccination non obligatoires, qui doivent être nécessairement librement consenties. Mais on voit bien que sur le consentement, si jamais le juge venait dire qu'une vaccination obligatoire était subordonnée au consentement de l'intéressé, il n'y aurait pas d'obligation vaccinale. S'agissant du droit à la vie privée et une vie familiale normale, la Cour européenne des droits de l'homme établit classiquement une balance entre l'intérêt de la santé publique, ce qui l'a conduit à tenir compte notamment des dangers que la non-vaccination crée pour soi-même et pour la communauté, et le degré d'atteinte à l'intégrité physique, personnelle. Et on remarque qu'elle laisse sur ce sujet une très large marge d'appréciation aux États membres, dans la mesure où il n'existe pas en la matière de communauté de vue. Et on peut noter qu'à ce jour, la Cour n'a jamais détecté de limitation excessive au droit à une vie privée et familiale normale. Il y a un arrêt récent qui était prophétique, en tout cas c'est comme ça qu'il a été qualifié dans une revue française du 8 avril 2021 qui concerne la vaccination des enfants en République tchèque, dans laquelle la Cour a jugé qu'une telle politique est compatible avec l'intérêt supérieur des enfants si des précautions nécessaires sont mises en place, notamment le contrôle de l'innocuité des vaccins employés et la recherche au cas par cas d'éventuelles contre-indications. Mais on voit bien que ces garanties, les États les mettent toujours en place, ce qui explique une fois de plus qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de condamnation d'un État pour une obligation vaccinale par la CEDH. Et le Conseil d'État, de son côté, raisonne de manière assez similaire, même s'il est plus laconique dans ses motivations. Il vérifie en particulier que si les dispositions rendant la vaccination obligatoire ont pour effet de porter une atteinte au principe d'inviolabilité et d'intégrité du corps humain invoqué, ce qui est le cas,
si elles sont mises en œuvre dans le but d'assurer la protection de la santé, ce qui est le cas aussi en fait, et si elles sont proportionnées à cet objectif, et pour l'instant, il a toujours considéré que les deux derniers critères l'emportaient dans la balance sur le premier. On peut enfin parler de la liberté de conscience. Sur ce point, j'ai trouvé une décision de la Commission européenne des droits de l'homme, qui date de 1998, qui s'appelle BOFA, contre Saint-Marin, et qui me semble avoir donné le ton en rappelant que l'article 9 de la Convention protège avant tout les domaines des convictions personnelles et des croyances religieuses, ainsi que des actes qui sont intimement liés à ces convictions, tels les actes du culte ou de dévotion, qui sont des aspects de la pratique d'une religion ou d'une croyance revêtant une forme généralement reconnue. Et elle rappelle encore que ce texte, et c'est ça qui est important, ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le domaine public de la manière que dicte une telle conviction, et que, je cite, l'obligation de se faire vacciner telle que prévue par la législation en cause s'applique à toute personne, quelle que soit sa religion ou conviction personnelle. Et on voit bien que, contrairement par exemple à ce qui pourrait se passer aux États-Unis, dans certains États américains, liberté de conscience en Europe ne semble pas suffisamment puissante, ou en tout cas la conception qu'on s'en fait ne semble pas suffisamment forte pour remettre en cause une obligation vaccinale, et elle ne l'a jamais fait à ce jour. Donc ce qu'on voit s'agissant des contrôles des juges, c'est que les enjeux juridiques existent, mais en réalité ils sont assez faibles. On attend le jour où un juge viendra annuler une obligation vaccinale. On peut toutefois se poser la question de savoir si un vrai contrôle de proportionnalité serait nécessaire. C'est une question qui est ouverte, car il pourrait être utile que le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État se demande effectivement, au cas par cas, si d'autres voient que l'obligation vaccinale, notamment la recommandation, sont possibles pour atteindre un même objectif. Il me semble que dans la jurisprudence de la CEDH, implicitement, cette considération est prise en compte parce qu'elle regarde à chaque fois le niveau de défiance vaccinale, et les États apportent généralement des arguments pour montrer que la recommandation ne suffirait pas et qu'une obligation est nécessaire. En tout cas, la question est ouverte. Parce notamment on relève aussi que dans la plupart des pays développés qui ont une couverture vaccinale correcte, il n'y a pas nécessairement d'obligation vaccinale. Voilà, ça interroge sur ce que devrait faire le juge. J'ai tendance à penser que jusqu'aujourd'hui, les États, compte tenu des enjeux politiques notamment, n'imposent pas des obligations vaccinales lorsqu'ils ne se sentent pas obligés de le faire pour défendre leur public sanitaire, et que donc ce contrôle, à ce jour, même s'il était mis en œuvre, ne conduirait pas sur grand-chose. Alors, au dernier point, et c'est là peut-être les derniers enjeux juridiques qui peuvent être intéressants, c'est la question de la responsabilité. Et ce qu'on voit, c'est qu'à la grande marge d'appréciation laissée aux législateurs et au gouvernement, répond un régime de responsabilité, en tout cas en France, qui est très protecteur. Lorsque la loi elle-même, en créant une obligation vaccinale, fait courir un risque aux individus au profit de la collectivité, le principe, tout du moins dans le droit français, c'est que la solidarité nationale doit jouer, et c'est le cas. La loi a ainsi instauré depuis assez longtemps un régime de responsabilité sans faute pour les dommages liés aux vaccinations obligatoires, et elle a posé le principe selon lequel la réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire est assurée par l'ONIAM, qui est notre organisme qui agit au titre de la solidarité nationale en matière médicale, selon une procédure spécifique. Et donc, on voit bien que c'est une théorie du risque lié à un acte médical dit altruiste, par opposition aux actes qui seraient dits égoïstes, qui a guidé le législateur à établir de tels régimes de responsabilité, et qui explique que l'ONIAM prenne en charge la réparation intégrale des préjudices sans seuil minimum de gravité. Ça, c'est important aussi. Le juge, de son côté, et là, finalement, la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation sur la vaccination est fournie surtout en matière de responsabilité. Le juge a également entendu faciliter l'indemnisation des victimes d'affections liées aux vaccinations obligatoires en créant des faisceaux d'indices destinés à établir le lien de causalité, parce que c'est souvent ça le problème, entre vaccin et affection. Ainsi, par exemple, en cas de sclérose en plaques développée ou aggravée à la suite d'une vaccination contre l'hépatite B, parce qu'on sait que c'est une infection secondaire qui a été assez fréquente,
Lorsque les experts, sans affirmer le lien de causalité, ne l'excluent pas, l'indemnisation est acquise dès lors qu'il s'est écoulé un bref délai entre l'injection et les premiers symptômes. Donc on voit bien que c'est sur le fondement de la causalité juridique que les juges viennent pallier une sorte de flou scientifique sur les liens entre le vaccin et l'hépatite B, par exemple. Et la Cour de cassation a établi un régime similaire. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que s'agissant spécifiquement de la vaccination anti-Covid, qui, une fois de plus, en population générale, n'est pas obligatoire, le législateur a décidé que les personnes qui y recourent volontairement bénéficient exceptionnellement du même mécanisme de réparation intégrale qui prévaut en matière d'obligation vaccinale fondée sur la solidarité nationale. On peut enfin mentionner, dans un dernier temps, une question qui est celle de la responsabilité des parents d'enfants mineurs qui doivent obligatoirement se faire vacciner. Et là, le mouvement a été celui d'une sorte de dépénalisation, parce que après avoir été renforcée, la sanction directe du refus vaccinal a été supprimée en 2017, en l'absence de reconnaissance d'une clause de conscience ou d'exemption, et sauf contre-indication médicale, le non-respect de l'obligation vaccinale en population générale engageait jusqu'à cette date la responsabilité pénale du récalcitrant. Mais cette responsabilité pénale était très rarement engagée et la disposition a été supprimée. Ça s'explique par la volonté politique de restaurer, à travers l'extension de l'obligation, la confiance dans les vaccins. Et donc la seule responsabilité pénale qui reste aujourd'hui en vigueur, ou potentiellement pour les parents d'enfants mineurs qui ne se font pas vacciner, c'est une sanction pénale qui est indirecte et qui repose sur l'article 227-17 du Code pénal qui sanctionne la mise en péril des mineurs. Mise en péril des mineurs, voilà, une infraction qui est aussi en fait très peu appliquée et est assez platonique, comme on dit en droit administratif. Voilà ce que je pouvais dire sur les enjeux juridiques de l'obligation vaccinale. La conclusion, il me semble, c'est que les enjeux juridiques sont à ce jour assez faibles et que les vrais enjeux sont politiques, scientifiques. Les vrais enjeux sont ceux de restaurer la confiance dans la vaccination, d'entretenir la confiance dans la vaccination, ce qui passe par des dispositifs qui sont souvent non juridiques ou en tout cas de droit mou. Voilà. Et l'ironie, en tout cas, c'est que l'obligation s'applique et s'impose à chaque fois que la défiance vaccinale est élevée. Donc, plus on arrivera à restaurer la confiance, moins l'obligation vaccinale sera nécessaire. Je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long.